Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. On parle généralement d'intelligence collective dès qu'on rassemble des gens pour les faire réfléchir à un problème complexe dans lequel ils sont impliqués ou qui les impacte. C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace de faire face à la complexité, nous en avons déjà parlé. En veillant à faire émerger l'intelligence collective, on cherche à tenir compte des différents points de vue et besoins, à collecter les savoirs de chacune et chacun, à faire émerger une solution qu'aucun des membres n'aurait trouvée seul. Vous avez sans doute déjà fait l'expérience de ce type de travaux de groupe. Parfois, quelque chose de vraiment neuf et de vraiment juste surgit. C'est gagné. L'effet « waouh » est partagé par tous les membres du collectif. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il arrive que le groupe piétine, achoppe, semble reculer. Comment s'en sortir ? Comment obtenir de l'intelligence collective plutôt que de la bêtise organisationnelle ? Par des processus comme le développement stratégique, nous en avons déjà parlé avec Olivier Zara. Par la construction d'un récit partagé, nous en avons parlé aussi dans un autre épisode avec Bruno Bachimon. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre notre exploration de l'intelligence collective avec Jacques Fuchs. Dans cet épisode, Jacques partage avec nous sa vision et son expérience de l'intelligence collective. D'après lui, il y a 4 niveaux, ou encore 4 générations d'intelligence collective. Celle qu'il aime opérer est systémique, générative. Dans cet épisode du podcast Entre là, nous essayons de comprendre ce qu'il fait, comment la magie opère et qu'est-ce qu'elle permet. Jacques Fuchs fait le lien avec la spirale dynamique et les travaux de Deals Strategy Group. Chère auditrice, chers auditeurs, le podcast Entre là et cet épisode sont pour toi. Bonne écoute, Entre là! Bonjour Jacques, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Gaël, c'est un plaisir et merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours agréable et un honneur de répondre et de partager un peu ses passions et ce qu'on a à l'intérieur de nous. J'avais envie d'échanger avec vous pour qu'on parle, entre autres, d'intelligence collective. Parce que dans les milieux de la facilitation, que ce soit en entreprise, dans des collectifs associatifs, des écolieux, au sein même de la société civile, on parle beaucoup d'intelligence collective. On ne sait pas toujours de quoi il s'agit. On a tous un peu l'idée que ça peut être quelque chose d'assez fantastique quand ça émerge vraiment, qu'il y a des moments où ça émerge un peu, beaucoup passionnément, que ça peut faire des choses assez différentes. On ne sait pas toujours bien comment ça marche. Souvent, c'est un peu limité à des histoires de post-it qu'on partage sur des murs où chacun donne un peu son avis, puis on essaye d'avoir un avis un peu commun. Mais on a bien l'idée que c'est pas que ça, loin de là. Donc, comme vous avez un peu théorisé qu'est l'intelligence collective et puis différents niveaux d'intelligence collective, j'avais vraiment envie que vous puissiez partager à la fois votre expérience et votre analyse avec nous et qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective, comment ça émerge et qu'est-ce qui peut se produire et puis comme vous parlez d'intelligence du système, c'est quoi ce système et puis voilà, comment tout ça fonctionne. Donc peut-être qu'on peut commencer par se dire voilà, l'intelligence collective c'est à la fois mais pas seulement l'addition des intelligences. Parfois, c'est quelque chose qui apparaît un peu comme une épiphanie, une espèce de magie. Pour vous, c'est quoi l'intelligence collective ? Je me suis posé la question parce que l'intelligence collective, c'est un peu un mot valise. D'ailleurs, qu'on a commencé à travailler, à donner une définition. Donc, je ne rentrerai pas dans celle qu'on a travaillée sur le cercle 1 de l'IAF, justement, pour donner une définition. Mais il y a quelques années, je me suis posé la question. Excusez-moi, Jacques, peut-être juste l'IAF, que vous puissiez dire ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas. Oui, donc l'IAF, c'est l'Association internationale des facilitateurs. Donc, c'est un organisme qui regroupe les professionnels à travers le monde, les professionnels de la facilitation. Donc,
là, au niveau de cet organisme, on a un cercle qui travaille justement sur l'essence de la facilitation de l'intelligence collective. Mais avant ça, je m'étais posé la question il y a quelques années, puisque quand on regarde un peu les différentes conversations sur les réseaux, sur le net, on se rend compte que pour beaucoup de gens, l'intelligence collective est quelque chose qui a émergé il y a une décennie ou un tout petit peu plus. J'ai commencé à regarder pour chercher un moment un peu quelque chose de plus précis. Et je me rends compte en fait que ce qu'on appelle l'intelligence collective au sens large existe en fait depuis le début de l'humanité. Et j'ai commencé à regarder avec, entre autres, en regard un peu l'éclairage de modèle de Spiral Dynamics, un peu les évolutions. Alors, je ne vais pas remonter à Lucie, 3,5 millions d'années, mais la première génération d'intelligence collective, en fait, a commencé à émerger dès que l'être humain commençait à être organisé. Et je prends souvent l'exemple des pharaons d'Égypte. Ce n'est pas eux qui ont tout seuls conçu les pyramides, les bâtiments, les temples et tout ça. Non, ils ont fait appel à de l'intelligence collective collectée. Donc, ils ont collecté l'intelligence d'architectes, de maîtres d'œuvre, de maîtres d'ouvrage et d'ouvriers. Et donc, la première génération d'intelligence collective, c'est de l'intelligence collectée, où on collecte. Alors, à l'époque, ce n'était pas des post-it, hein, ça arrivait bien plus tard. Mais la première génération où on collecte les avis d'experts. Et donc, ça, dans les siècles, ça a continué. On fait ça actuellement dans l'entreprise où un directeur général ou un PDG, s'il a un souci qui touche les finances, il va voir ça avec son directeur financier. S'il a une préoccupation de développement commercial, il va voir ça avec son directeur commercial. Et s'il n'a pas les ressources en interne, il va faire appel à l'extérieur avec des consultants qui vont pouvoir venir ou des formateurs qui vont venir apporter la connaissance, les réponses qu'il a besoin dans le domaine considéré. Donc, il va collecter les informations qui est le résultat des intelligences des individus. Dans les années 70, on a vu apparaître ce que j'appelle une deuxième génération d'intelligence collective avec qui arrive d'ailleurs avec le niveau vert de la spirale dynamique, avec les notions de travail en cercle. Dans les cercles de qualité qui apparaissent un peu en Europe. Et aux États-Unis, il y a des cercles d'entrepreneurs qui se regroupent pour partager un peu leurs expériences, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est presque un peu les prémices du co-développement. Donc, la deuxième génération, on est toujours en train de collecter les informations des gens. Le post-it est arrivé un peu plus tard. Effectivement, c'était une trouvaille géniale de troisième qui a vraiment facilité cette collecte pour être collé sur un tableau. Et donc, l'idée de la deuxième génération, c'est que tout le monde peut donner son avis. La première génération, on ne consulte que des experts. En deuxième génération, il y a un peu cet égalitarisme de verre qu'on voit apparaître, où tout le monde a un avis à donner, avec des fois l'inconvénient, c'est que, je dirais, l'avis de quelqu'un qui n'est pas expert a presque autant de poids que quelqu'un qui est expert. Donc ça s'est développé avec des outils. Donc dans les années 80, on a vu les premiers outils avec le forum ouvert. Dans les années 90, on a vu un autre outil apparaître qui était le World Café. Un peu plus tard encore le Design Thinking. Donc tous c'est des outils où on va collecter les résultats d'intelligence d'individus avec des techniques de divergence, convergence, simple ou double, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est la deuxième génération. La troisième génération, c'est celle dont on va parler plus aujourd'hui, c'est l'intelligence collective du système humain. Et donc, en fait, l'idée, c'est de considérer que le client n'est plus les individus, on ne va plus adresser les individus, on va adresser le système, le collectif avec un grand C. En fait, l'idée, c'est de créer un genre de super-organisme comme on trouve dans la nature. Il y a beaucoup d'animaux qui fonctionnent en super-organismes, même des plantes. Les arbres sont connectés entre eux dans la forêt pour créer un super-organisme. Les fourmis travaillent entre elles en super-organisme, les termites. Ce qu'on appelle les grands vols des tourneaux, que vous avez peut-être déjà vu sur le net, c'est quelque chose de magnifique. On appelle ça des murmurations. D'autres super-organismes qui font des bancs de poissons. Et en fait, c'est une mise en commun, c'est la création d'une entité qui est supérieure et différente de la somme de ses composants. Donc, quand on parle de système, c'est une entité, une composante supplémentaire. C'est le super-organisme, le collectif,
Certaines personnes ont appelé ça un peu une notion d'égrégore. D'accord? Donc, c'est quelque chose de supérieur et de différent de la somme des parties. Donc, en intelligence collective systémique, c'est ce qu'on va adresser. De temps en temps, je parle aussi de 4e génération. Et là, ça permet effectivement d'aller chercher des informations en dehors du système. Hein, et donc, autant l'intelligence collective systémique, en termes de spiral dynamics, réfère plutôt à la 2e boucle, hein, donc plutôt le niveau jaune, pardon, et la 4e génération, on commence à rentrer dans les notions d'approche turquoise. Peut-être ça vaut le coup, comme vous évoquez la spirale dynamique, qu'on en parle un tout petit peu, parce qu'il y a plein de gens qui n'en ont jamais entendu parler, qui ne savent pas forcément ce que c'est. Si on essaye de résumer ensemble, c'est en fait, moi je dirais que c'est une vision d'évolution du mode de fonctionnement des groupes humains qui mettent de plus en plus d'intelligence et de capacité à aborder la complexité. Vous diriez ça autrement ou Ouais, enfin, en faisant court et compréhensible, en fait, c'est du darwinisme appliqué. Darwin nous dit qu'il faut s'adapter ou disparaître. Et en fait, Spiral Dynamics, qui était fait par Beck et Cowan, Beck était un des élèves de Graves, l'idée, c'est comment est-ce qu'on s'adapte? Dans quelle stratégie on va utiliser cognitive, on va s'adapter à notre environnement qui devient de plus en plus complexe. Hein, donc, à l'origine, Lucie, 3,5 millions d'années, l'environnement est extrêmement simple et l'environnement que nous vivons actuellement est totalement différent et demande une autre stratégie cognitive pour s'adapter à cet environnement. Et donc, Spiral Dynamics s'est intéressé par des études cliniques, hein, c'est une approche scientifique, à trouver pour le moment 7 mesurés et éventuellement un 8e étape, niveau paradigmatique qui va permettre d'avoir une appropriation, d'être adapté à notre environnement. Et donc les couleurs dont vous parlez, ça correspond à des niveaux de maturité. Voilà, les couleurs ont été faites par Beck et Cowan pour simplifier l'approche que je trouve des fois plus complexe de Graves, avec 2 lettres, dont en fait on retrouvait ce côté darwinien, la première lettre étant les conditions d'existence, et la 2e lettre, le niveau paradigmatique, conceptuel, pour s'adapter justement à cet environnement. Et donc, vous parlez de collaboration générative, d'intelligence intégrale, d'intelligence du système. Est-ce que, maintenant que vous avez défini les intelligences collectives, donc là, on est dans le niveau 3 dont vous avez parlé, ça recouvre quoi? Comment vous pourriez l'expliciter un petit peu? Alors, dans mon expérience, si on veut faire fonctionner correctement aussi bien l'intelligence du collectif que les individus, on a déjà besoin que les individus récupèrent leurs 3 centres d'intelligence naturels d'une manière libre, c'est-à-dire aussi bien le fonctionnement cognitif dans la tête, l'intelligence du cœur qui va nous permettre de faire les relations entre nous, et l'intelligence somatique qu'on a dans le corps et entre autres dans les intestins. Donc c'est entre autres ce que certains neuroscientifiques appellent notre 2e cerveau, avec les 200 millions de neurones, plus ou moins, qu'on a dans les intestins. Et donc l'idée, c'est de faire travailler ces 3 centres en synergie, hein, pour arriver à ce que je appelais une intelligence intégrale, alors que souvent la tendance, c'est qu'on utilise un seul centre d'une manière préférée. C'est un peu développé par le modèle de l'énéagramme. On a un centre préféré, un centre soutien et un centre réprimé. Donc, première chose déjà, c'est qu'au niveau, pour que ça fonctionne bien, c'est qu'on a les 3 centres disponibles. Et ensuite, pour créer ce collectif, on a besoin, c'est presque de la permaculture intégrale où tout le monde a besoin d'être connecté à tout le monde. D'accord ? Donc ça, c'est une... Et pour faire fonctionner ces 3 centres-là, est-ce que c'est une qualité de présence, le fait qu'un certain nombre de personnes le sont, du coup ça va être un peu, avoir un effet de contagion par mimétisme? Est-ce que vous faites faire un exercice particulier, sans doute un peu les deux? Oui, vous avez tout à fait raison. On a besoin d'un niveau de présence, avec un grand P, pour être présence qui est présent. Et ce que je fais avec tous les groupes, c'est déjà leur apprendre à arrêter leur machine mentale. Vous savez, le hamster qu'on a dans la tête, enfin, différentes métaphores. Les bouddhistes parlent du singe qui saute partout, le hamster dans la tête, la machine mentale, la petite poix dans la tête. Il y a plusieurs mots. Et en fait, on est plus ou moins dominé par cette conversation qui est un peu, pour moi, la courroie de transmission entre l'ego et notre système. Et donc, à partir du moment où on arrête cette machine mentale,
ce qui en sanskrit veut dire en fait nirvana. Hein. Nirvana, ça veut dire extinction. Quand on éteint, au moins temporairement, parce que chasser le naturel, il va revenir au galop. Donc au moins pendant les séances, on a des protocoles effectivement pour commencer, une fois qu'on a appris à arrêter cette machine mentale, de l'arrêter et de partir sur d'autres bases et justement de libérer ces intelligences intégrales, la tête, le cœur et le corps. Et ensuite de faire cette connexion qui se fait à un moment naturellement entre les individus et le système. Et donc le fonctionnement qu'on va avoir, c'est que les individus nourrissent le système et le système, le collectif, prend soin des individus. Donc on a un peu une circularité systémique qui se fait en permanence aussi. Hein, donc il ne s'agit pas pour l'individu de s'effacer au profit du collectif, du système. Donc le collectif. Donc le collectif, c'est le système. Hein, c'est le synonyme dans votre façon de parler ou... Voilà, parce que le système, des fois, les gens peuvent être un peu, surtout pour des gens qui peuvent être anti-système, c'est des systèmes. Ça, les systèmes petits ça peut être un système politique, un système économique, un système financier, un système mécanique. Hein, ça, c'est système petit S. Quand je parle de système dans notre conversation, c'est avec un grand S. Hein, c'est ce collectif avec un grand C qui est un tout qui est supérieur et différent de la somme de ses parties. Donc, ce super-organisme qu'on crée, en fait, imaginez déjà les fourmis qui n'ont qu'un seul neurone et qui se connectent entre elles, à des milliers et dizaines de milliers de fourmis. Donc, quand vous créez un super-organisme avec des êtres humains, ça donne une puissance de calcul, alors je ne vais pas rester au niveau ordinateur, mais une puissance d'analyse et de traitement qui est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, qui va bien au-delà de ce que peut faire l'intelligence artificielle, par exemple. Bien au-delà parce qu'elle va être vraiment créative aussi. Elle va être totalement créative, justement, et générative. C'est-à-dire que quand j'utilise le mot génératif, c'est le fait de générer des choses qui vont émerger, qui étaient impensables avant, qui vont émerger en dehors d'une mémoire. L'intelligence artificielle travaille sur une base de mémoire, donc du passé. La quatrième génération d'intelligence collective, justement, permet de se connecter à ce que j'appellerais le champ du possible, un champ informationnel qui est en dehors de la mémoire aussi bien individuelle que collective des individus. Alors, si on en revient à la troisième déjà niveau, quand vous parlez d'intelligence du système, le système, il peut être aussi dysfonctionnel. Est-ce que ça a un impact sur ce que vous pouvez faire ou pas avec le collectif? Que quand on regarde, en fait, j'essaye de cerner, puisqu'on n'a pas travaillé ensemble, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais ça permet aussi du coup de vous questionner sur votre manière de faire à vous. Le système, en fait, si c'est le collectif, parfois, le collectif, il a dans son mode de fonctionnement un certain nombre de biais qui sont liés un peu à la grégarité, à ce qui est dominant dans la manière de voir du collectif. En fait, moi, ce que je comprends, c'est que vous vous cantonnez pas à ça, mais vous adressez autre chose. Parce que sinon, vous auriez affaire au biais du groupe, donc l'intelligence collective serait limitée. Et puis, vous auriez aussi tous les effets de domination des uns sur les autres ou de choses qui ne sont pas acceptées par le groupe. Donc, comment vous dépassez ça? Est-ce que vous le dépassez? Comment ça marche? J'ai déjà donné la solution avant. Tout ce dont vous me parlez, les biais, les notions de domination, sont dans la machine mentale, dans la petite voix de la tête. Donc, à partir du moment où vous arrêtez ça, tous ces biais-là, vous ne les avez plus. Et le modèle que j'utilise, qui est le modèle des doubles niveaux de transformation, qui est une évolution des niveaux logiques de changement et d'apprentissage de Robert Dills, distingue deux espaces, deux mondes, entre guillemets, un monde existentiel dans l'espace-temps où l'ego, au niveau des individus, est dominant, et un côté essentiel, donc de l'essence, à cadran E, où on adresse l'essence de l'être humain, sa grandeur d'être humain, et qui, lui, cette essence, elle est parfaite, elle n'a pas de biais cognitif, elle n'a pas de trauma, comme peut l'avoir la personnalité, donc elle n'a pas vécu de trauma, elle n'est pas en train d'être en mode de survie. Et donc, c'est cette grande fluidité qu'on arrive à avoir justement parce qu'on fonctionne sur l'essence et couplé au fait qu'on a déconnecté cette machine mentale qui, elle, va fournir les biais et toutes les approches qu'on peut avoir, dominant, dominé. Et donc, le système Grand S tel qu'on le nourrit avec l'essence, on n'a aucun souci, on n'a pas de biais. J'en ai jamais rencontré. Ça veut dire que c'est le collectif et le système dans son essence auquel vous vous adressez et pas le système ou le collectif comme il fonctionne de manière courante dans le quotidien des collaborateurs.
Absolument, vous avez tout compris. Alors, je comprends que vous faites, qu'il y a une qualité de présence, un certain nombre d'exercices que vous faites pour débrancher le mental, le hamster et le petit vélo, que du coup, vous dépassez les questions d'ego, que les gens prennent contact avec qui sont dans ce lien tête-cœur-corps. Et à ce moment-là, vous avez quelque chose qui tourne de manière fluide et qui permet que les gens qui sont présents sont en contact avec l'intelligence du système et des choses émergent comme ça. Ou racontez-nous un peu comment ça se passe. Le travail de l'intelligence collective systémique s'appuie aussi beaucoup sur la collaboration générative de Robert Dills, et où on a trois moments, trois endroits. Le premier point, effectivement, de l'émergence. Hein. C'est de l'émergence qui va émerger soit à partir de l'intelligence du système, soit à travers l'intelligence, un peu le champ du possible. Donc, cette émergence va se faire vraiment hors du temps, hors de la mémoire. On est vraiment en train d'être sur de la sérendipité organisée. Hein, c'est le wow, c'est le eureka qui arrive, et qui arrive souvent d'une manière, de temps en temps, d'une manière erratique. Là, en fait, on va organiser la sérendipité. Donc, vous n'êtes absolument pas dans, pardon, mais c'est juste pour nos éditeurs, pour que les gens comprennent bien, on n'est absolument pas dans l'intelligence collective classique où chacun va donner son avis. Au départ, on va diverger beaucoup, on rassemble plein d'informations et après, on converge sur quelque chose. C'est autre chose que vous proposez. C'est totalement autre chose. En général, l'approche va entre 2 et 4 fois plus vite que par cette approche où on diverge, converge et on collecte. Alors, ça ne veut pas dire non plus, j'aimerais rajouter que les gens ne parlent pas, d'accord ? On a besoin de rendre le système, de l'émanciper, de le rendre autopoïétique, hein, c'est quasiment vivant. Et comme un être humain, on a besoin de le nourrir, c'est-à-dire qu'on a besoin de le nourrir de données. Donc les participants vont bien sûr parler, vont apporter leur contribution et pour nourrir le système. Et on va également faire en sorte que le système grandisse en conscience. Parce que s'il n'y a que de la donnée et pas de conscience, c'est ce qu'on a souvent en informatique, hein, c'est ce que disait François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc on a besoin de travailler les deux, de développer le système, de l'émanciper, et bien sûr de la donnée objective, de la data, que de la conscience, pour qu'à ce moment-là, il puisse converser avec lui, définir quels sont ses besoins, où il veut aller, comment on peut l'aider, ainsi de suite, et prendre des décisions. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc on fonctionne totalement différemment de ça. On a besoin de mettre les gens en présence. Ensuite, tout va dépendre de l'objectif du travail. Sur un travail complet, j'aime bien amener les équipes, quand c'est pertinent, les amener en mode projet. En intelligence collective systémique, on travaille toujours en mode projet et on termine les séances, quelles qu'elles soient, un peu comme en coaching avec, alors, désolé pour l'anglicisme, un call to action. Les fins de session sont toujours pour une mise en action des décisions d'action qu'on va faire dans la foulée. Donc, on n'est pas juste en train de lever des idées, mais il y a une mise en action derrière. Donc, on fait un processus complet. J'aime bien utiliser la modélisation des facteurs de succès donc de Robert Dills, où je vais faire émerger les 6 piliers un peu fondamentaux du projet de l'équipe. C'est-à-dire quelle est la vision de leur projet, c'est quelle est la raison d'être de leur projet, quelles sont les valeurs sur lesquelles s'appuie leur projet. Ça, c'est dans le côté essentiel de l'essence. Hein, l'idée, c'est d'être touché, ému, inspiré par quelque chose, de se connecter à quelque chose qui est plus grand que soi. Et ensuite, on a la deuxième jambe sur laquelle on va s'appuyer avec l'ambition qui va être smart, la mission qui va être la façon technique, opérationnelle de tendre vers cette ambition, et on va définir les rôles du projet. Donc, une fois que cette partie est réalisée, on va continuer en mode Disney. Hein, donc, c'est Robert Dills qui a modélisé le fonctionnement de Walt Disney. On va faire une feuille de route et on va également commencer à élaborer quels sont les critères, quels sont les facteurs de succès du projet. Parce qu'en général, je me suis rendu compte que tous les êtres humains, individuels ou en collectif, quand ils ont un projet, ils sont intéressés plutôt à le réussir. Donc, l'idée, c'est de commencer à focaliser les critères de succès et de voir que tous les critères sont bien remplis. Voilà. Donc après, on arrive sur une feuille de route et qui permet aux gens d'agir dans la durée
Après, on va pouvoir se revoir, faire des points réguliers au fur et à mesure de la réalisation de leur projet. Donc ça, c'est une des façons vraiment de travailler en mode projet pour quel que soit, et donc quels que soient les groupes avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, il y a toujours une ambition, un projet qu'ils veulent réaliser, et donc l'idée, c'est de les amener sur un processus complet de réalisation de leur projet. Et est-ce que vous auriez envie de nous citer quelques exemples de moments forts ou touchants que vous avez vécus, qui vous ont enthousiasmé, surpris, touché? Je vais prendre deux exemples que j'aime beaucoup, qui étaient parmi d'ailleurs les facilitations les moins évidentes. Alors, il y a un premier qui est presque d'actualité aussi, puisque ça se passait un peu avant les élections municipales. Et par une connaissance, j'étais invité dans la région d'Angoulême pour aller faciliter un groupe en prévision des élections municipales. Donc, il y avait une bonne cinquantaine de personnes, extrêmement variées. Et pour vous donner un peu le panorama, on avait d'un côté des Gilets jaunes, parce que c'était l'époque, on avait des gens d'Extinction Rébellion, on avait des militants de la France Insoumise, et on avait une quinzaine de permaculteurs. Dans l'idée des gens qui étaient plutôt assez anti-système, plutôt en colère. Et en fait, sur un week-end, en 3 fois 3 heures, on a réussi à leur faire totalement le déroulé de leur projet en faisant émerger tous les 6 piliers qu'on avait eus, leur faire leur feuille de route, commencer à pointer les facteurs de succès. Et donc, quand je suis sorti le dimanche soir, je suis reparti, je me suis dit, c'était un sacré challenge parce que il y a un critère vraiment qui est important dans notre chance collective systémique, c'est de faire confiance au système. C'est-à-dire que nous, en tant que facilitateurs, on se retrouve au service du système et c'est lui qui nous pilote quasiment. On l'écoute et puis on l'emmène où il veut aller, quoi. Mais a priori, je me suis dit, tu étais quand même assez c'était gonflé d'accepter ce défi-là, oui. Et c'est vrai que ça aurait pu mal se finir, hein, si vous mais vous aviez confiance. C'est ce que je veux dire, c'est qu'en intelligence collective systémique, il y a zéro débat. Que le débat n'est pas un outil. C'est-à-dire que l'idée, on va parler, les individus sont bien sûr appelés à s'exprimer. On est sur une approche totalement de type démocratie profonde, donc toutes les voix ont besoin d'être entendues, mais entendues par le système. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'une fois que le système, le collectif, en tant que collectif, décide, propose une solution, elle est réellement acceptée de tout le monde. C'est-à-dire que si on prend le cheminement en 1850, Auguste Comte a imaginé la sociocratie parce qu'il voulait un système de gouvernance où on ne se retrouve pas, comme d'ailleurs on le voit en ce moment, avec une majorité et non pas une minorité, mais une opposition, avec des gens qui s'opposent avec toute cette perte d'énergie. Et il voulait créer un système qui évite de rentrer dans ce biais-là. Donc il a pensé la sociocratie. Et l'idée de la sociocratie, telle que c'est fait actuellement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait personne activement contre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont contre, éventuellement, mais ils acceptent de ne pas militer, de ne pas se battre, et notamment de ne pas s'aborder. Donc ça, c'est vraiment l'approche de la sociocratie. Là, ce que j'appellerais presque une unanimité systémique, une fois que le collectif a décidé, on n'a plus personne vraiment qui soit contre. Les gens peuvent ne pas être pour, mais ils se retrouvent neutres. Ils disent, c'est OK, je ne suis pas pour ce truc-là,
mais je ne suis plus contre non plus, parce que comme c'est le collectif qui a décidé, bah, ils sont un peu partie prenante du collectif, quoi. Donc c'est hyper agréable de fonctionner comme ça. Donc vous n'avez pas besoin de passer par une décision par consentement à la mode socratique. Ça, c'est pour moi le plan. Oui, et il n'y a pas de prise de pouvoir des uns sur les autres. Non, j'ai jamais vu ça. Et la décision par consentement sociocratique, c'est le plan B quand éventuellement le premier ne marche pas. Mais j'ai jamais eu à rentrer là-dedans. Et quand je fais du consentement sociocratique, je le fais en mode jaune, c'est-à-dire que une objection, c'est objectif, d'accord? C'est que si le système prend une décision et éventuellement quelqu'un aurait une objection, c'est si on prend cette décision, ça coûte 10 millions d'euros de plus, ou on n'est pas conforme à telle et telle loi, d'accord? Ça, c'est une objection qu'on va traiter. Je ne suis pas d'accord, ou je ne le sens pas, ou ce n'est pas une objection, ça c'est une subjection. Donc en approche sociocratique, ce n'est pas une objection valide qui est prise en compte. Mais là c'est vraiment le consensus systémique, l'unanimité systémique, c'est assez étonnant, et tout le monde est OK. Alors à noter aussi, c'est que quand le système parle, une des difficultés, c'est bien entendre le système. Alors, le système communique par plusieurs façons, dont une des façons, c'est par un côté intuitif. Donc, on a besoin, par le champ informationnel, on a besoin d'entendre ce qu'il va nous dire. Donc, c'est clair que sur un groupe de 50, tout le monde n'aura pas cette capacité. Et dans l'exemple dont je vous parle, il y avait 3-4 personnes qui entendaient correctement, enfin correctement, ils entendaient la même chose que moi. C'est-à-dire quand je demandais au système à calibrer entre 1 et 10 telle et telle décision, et que le système, j'entendais 8, eux, ils entendaient aussi 8, plus ou moins 0,5, d'accord? Et quand ces gens-là le disaient, toutes les autres personnes, hein, les autres 45 ou 50 personnes, étaient OK, il n'y avait jamais de remarques là-dessus. C'est-à-dire que leur écoute était juste. Donc ça, c'est quelque chose d'un résultat assez extraordinaire. Un autre exemple que j'ai pris, qui était vraiment aussi un sacré challenge, ils étaient un peu moins, mais ils étaient 25-30. Et là, on l'a fait à 2, et heureusement. C'était dans une entreprise du BTP, une ETI qui faisait une entreprise qui faisait de la rénovation de bâtiments. Et donc là, c'était le département qui s'occupait entre autres de l'hôtellerie. Et là, je me retrouvais avec des gens de chantier, hein, des électriciens, des plombiers, des gens qui tiraient des gaines de ventilation. Donc le genre de personnes, comme on dit, à qui on ne la fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à eux que vous allez leur apprendre la vie. Donc c'était assez intéressant, parce qu'à la fin de la première journée, de la matinée de la première journée, on s'est retrouvé avec ce que j'appellerais un chahut. On serait cru dans une école où il y a des adolescents qui fichaient le bazar dans la classe, quoi. Et ma première réaction, dit, ça y est, comment est-ce que je vais gérer ça? Ce qui était une mauvaise question. Et tout de suite derrière, je me suis repris, il dit, bon, comment est-ce que le système va gérer ça? Et nouveau, un peu comme un coaching professionnel, c'est le client qui sait, c'est le client qui fait. Là, le client, c'est le système. Donc, c'est le client qui sait, le système sait et le système fait. Et je me souviens plus ce qui a émergé avec mon collègue, mais en 10 minutes, ça s'est calmé, ça a repris le cours et c'était super, quoi. Et on a eu des résultats assez extraordinaires. Donc là, on était en entreprise avec des gens, on a fait un feedback, un point il y a quelques semaines. Donc 9 mois après l'intervention, les gens étaient, puisque chaque métier était chacun dans son coin, mais ils ne communiquaient pas entre eux, donc il y avait vraiment un gros effet de silo. Et donc le travail d'ailleurs de la première journée, c'était de créer un nous tous, hein, on avait 4 nous, et l'idée c'était de créer un vrai nous tous, une équipe complète, un collectif qui inclut tout le monde. Et donc 9 mois après, les équipes entre elles prenaient 2 fois par mois le temps de soit de petit déjeuner ensemble, soit de déjeuner ensemble. Avant, ils faisaient ça tous les 2 mois. Il y a un manager qui était pressenti avant les 2 ateliers, les 2 journées, pour démissionner. En fait, il est resté. Les gens, avant, ils communiquaient souvent par mail, grand classique en entreprise, alors que les bureaux étaient souvent côte à côte. Là, les gens se parlent soit au téléphone, soit de visu. Au niveau de l'ambiance de travail, bien améliorée.
les connexions. Donc tout ça, ça fonctionnait très très bien. Et au niveau économique, la marge brute du département a augmenté de 3 points. Hein, et entre autres, je pense c'était que comme les gens communiquaient mieux, il y avait moins d'erreurs, hein, de synchronisation et tout ça. 3 points de marge brute sur 50 à 60 millions de chiffre d'affaires, ça fait quand même 1,5 million. Oui, ça comptabilise la mission. Largement le retour d'investissement. Donc il y avait aussi une satisfaction de dire, hein, c'est de nouveau des choses qu'on travaille beaucoup à l'IAF, hein, donc l'Association internationale des facilitateurs, c'est d'avoir une facilitation, l'impact de la facilitation. C'est quoi le but, c'est pas juste que les gens aient passé youpi, un bon atelier, on a fait éventuellement des jeux sérieux, que sais-je encore, on a passé un bon moment, mais que 6 mois après, quand on regarde, qu'est-ce qui reste là, l'idée, c'est de dire que dans la durée, quel est l'impact qu'on a eu sur le groupe ou sur l'équipe ou sur le système auquel on a travaillé, quel est l'impact, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez plaisant aussi. Même au niveau de l'ego, hein, il y a une satisfaction de savoir que ce qu'on a conçu, co-conçu et qu'on a mis en œuvre a eu un impact. Et cette histoire de toujours, je pense que tous les êtres humains peuvent être sensibles à faire des choses où ils se sentent utiles pour les autres. Qu'est-ce qui vous a amené à cette intelligence collective? Qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser? Et à quoi vous voulez contribuer? En fait, est-ce que vous avez une aspiration profonde, un rêve qui fait que vous avez eu envie de développer tout ça? Moi, j'ai un passé plutôt d'ingénieur. J'ai fait 2 écoles d'ingénieur, un 3e cycle d'acoustique. J'ai travaillé pendant quelques années en tant que salarié, pendant 8 ans, et après j'ai commencé à créer différentes entreprises dans différents domaines. Mais en parallèle, j'avais dans les années 85-86 commencé déjà, en parallèle de mon activité de salarié, à accompagner des entrepreneurs. Et donc faire un travail, à l'époque, c'était plus du mentorat que du coaching. Et après, j'ai commencé à me former à différentes approches de coaching. Et à un moment, on arrive toujours en travaillant sur des équipes, à un moment, chercher cette notion de travailler, d'être plus performant sur les équipes. Donc, j'avais une formation de coaching d'équipe aussi, mais en fait, en 2014, j'ai rencontré donc Robert Dills et Steve Gilligan pour une formation de coaching génératif. Et donc, j'ai commencé à mettre le pied dans le génératif, et c'était assez extraordinaire en termes de résultats, d'efficience. Quelques années après, je me suis formé, enfin avant en 2010, je me suis formé, parce que la systémique m'a toujours intéressé, donc je me suis formé à la systémique avec des gens un peu branchés sur le côté la systémie de Palo Alto, avec des gens comme François Balta et Jacques-Antoine Malarevitch. Et très vite, j'ai commencé à me former également au coaching systémique d'organisation, et c'est là où j'ai commencé à mettre le doigt ou les pieds dans l'engrenage d'un accompagnement systémique. J'ai recouplé ça un peu plus tard avec la formation que j'ai eue avec Robert Dills en collaboration générative. Et donc, en fait, l'intelligence collective systémique, c'est une mise en synergie de différentes approches qui fonctionnent très, très bien, aussi bien le coaching systémique d'organisation, la collaboration générative, l'approche générative de Steve Gilligan, et le travail transformationnel de quelqu'un qui s'appelle Jörg Tacke, qui est un Allemand. Et donc l'idée, c'est de mettre des choses qui indépendamment fonctionnent très très bien, mais en les mettant en synergie, on multiplie encore leur efficacité et leur efficience. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon background. Et ce qui me porte, c'est parce que je fais un travail de vision aussi en émergence avec les groupes ou les individus. J'ai commencé par le faire par moi. Et je dirais, ma vision personnelle, c'est un monde où l'accès à la transformation et l'accès à son essence profonde est aisé. D'accord ? Donc, tout ça, ça donne un peu une raison d'être où je vais apporter les clés d'efficience et de la transformation. Donc, le fait d'apporter des transformations de systèmes ou d'individus, c'est une expression de qui je suis fondamentalement au fin fond de moi-même, quoi. Et donc, je suis porté par ça. Et donc, quand je suis là-dedans, je suis un travail génératif en mode flow qui est assez extraordinaire. C'est un travail où on ne travaille pas.
Ah oui, 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 je le ferais même sans être payé. D'ailleurs, je prenais l'exemple que j'ai fait à Angoulême, c'était pro bono, quoi. Et donc, on ne travaille pas, non, non, on ne souffre pas, et c'est un réel presque bonheur, hein, c'est plaisir. Bonheur, c'est de voir quand les gens et les êtres humains expriment, donc pressés à l'extérieur, le meilleur d'eux-mêmes et leur grandeur, quoi. De mettre en évidence. Et le fait d'arrêter justement ce petit vélo, ça permet justement à l'ego qui nous rabaisse, qui nous amoindrit, qui nous ramène à un mode de survie, et de permettre à l'essence de se développer. Et donc cette vraie grandeur de l'être humain, et c'est que du bonheur à ce moment-là. L'intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir des outils de genre de gestion de conflits, genre CLP ou autre, ou médiation. On n'a quasiment plus besoin, puisque les gens qui participent dans le groupe, hein, dans le système, ils touchent à quelque chose de tellement beau et tellement simple et facile, quoi. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Donc vous voulez dire qu'en fait, il n'y a pas seulement ce qui vivent avec vous dans les ateliers, ça arrive à transformer leur mode d'action au quotidien après, quand vous n'êtes pas là? Absolument. C'est-à-dire que quand le système se transforme, par définition, on va l'aider, et le système se transformant, il transforme ses parties prenantes. Je vais prendre une métaphore. Imaginons quelqu'un qui travaille depuis une trentaine d'années dans des bureaux derrière un ordinateur, qui mange que des hamburgers et des pizzas. Vous voyez un peu l'état de santé dans lequel il peut être. Et tout d'un coup, parce qu'il a rencontré un coach de santé ou quelqu'un, il revoit complètement son mode de vie, sa nutrition. C'est au lieu d'acheter des hamburgers et des pizzas, il va faire le marché, il fait des légumes, il cuisine lui-même, il fait 30 minutes de marche le matin pour aller au boulot et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Son corps va se transformer, mais également toutes ces composantes de son corps vont se transformer. Son corps va évoluer, son système sanguin va évoluer, tous ses organes internes vont évoluer. Donc, quand le système bouge, les composantes bougent aussi, en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une circularité systémique entre l'individu nourrit le système et le système prend soin. En fait, le care, le prendre soin fait partie intégrante du système. C'est-à-dire que dans les facilitations que je fais, je ne mets jamais comme cadre de la bienveillance, choses comme ça. Elle vient naturellement. Dès que le système, on donne la main au système, la bienveillance est là. L'accueil inconditionnel est là. Parce que, oui, ça je comprends bien. Si vous touchez à l'essence, le sens de bienveillance ou la violence, c'est lié au trauma, il y a tout ce bazar, quoi. Tout à fait. Et donc, comme le bazar, on le met de côté, on branche on dit souvent coucou je panier, papa de Solari, il est mis de côté. Hein, et donc, j'apprends aux gens aussi à reprendre cet état de flow aussi, qui est un état de flow et de présence à ce qui est présent. Les gens l'utilisent après, peuvent l'utiliser dans leur vie de tous les jours, quoi. Bon, c'est chouette tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé encore que vous aimeriez dire avant qu'on conclue? Alors, il y a un côté négatif de ça. Pour moi, surtout pour moi, pour les gens qui ont ça, c'est qu'une fois qu'on a goûté à ce mode de fonctionnement-là, on a du mal à supporter les modes normaux, quoi. C'est-à-dire que me faire participer à un forum ouvert, c'est pas une torture pour moi, mais oui, ça vous ennuie un peu, quoi. Pas qu'un peu. Voilà, comme dirait un de mes formateurs en coaching, ça produit beaucoup d'air chaud, mais même je suis perdu, hein, des fois on a des trucs où je suis devant, il y a un mur de post-it, trop c'est trop, quoi. Alors ce qui est intéressant avec le système, la simplicité, c'est que le système va nous sortir éventuellement 3, 4, 5 idées qu'on peut recalibrer, on va arriver à celle qui est la mieux calibrée, mais ça va à une vitesse, c'est une simplicité d'une vitesse tellement agréable que de revenir à des techniques qui fonctionnent, hein, et donc je sais pas, mais une fois qui sont plus laborieuses, quoi. Beaucoup plus longues, quoi. Donc c'est diverger, converger, ça prend un certain temps, et des fois, bon, un bon facilitateur ne se laisse pas dans le piège, mais on peut très vite passer du temps à diverger et à parler. Et moi, j'ai plutôt une approche toujours avec un background de type coaching professionnel. L'idée, c'est qu'on arrive très très vite sur un plan d'action, sur des choses pratiques et de réaliser des résultats, quoi. Plutôt que de palabrer, hein. Donc c'est pour ça que je dis, dans l'approche, il y a zéro débat, quoi. Et à un moment, une autre anecdote dans un groupe un peu de nouvelle démocratie que j'accompagnais, il y a des gens qui voulaient à tout prix faire du débat. Je dis, écoutez, si vous voulez faire du débat, vous créez un cercle débat et vous allez débattre entre vous, mais nous ici, on a un projet
pour la population, pour les citoyens, à faire avancer, quoi. Voilà, donc une fois qu'on a goûté à ça, le retour en arrière, ça peut toujours être possible, mais bon, c'est pas plus aucun intérêt, voilà. Mais c'est chouette aussi parce que c'est ce qui va permettre que les gens d'eux-mêmes fassent bouger aussi les groupes autour d'eux, puis bouger la société. Oui, je forme aussi à cette approche-là et j'ai une communication avec un de mes anciens formés qui a réussi à faire travailler dans une agglomération tout le monde ensemble. C'est-à-dire que là, au niveau politique, les gens de la majorité du lieu et les oppositions, et tout le monde a travaillé ensemble, quoi. Donc sortir justement de ce côté majorité-opposition où les gens se tirent la bourre et c'est totalement inefficace et inefficient, quoi. Donc là, ça m'a fait plaisir que lui, il ait eu l'occasion dans un domaine peu courant, hein, effectivement, où on fait rarement appel à de la facilitation dans la conduite d'une agglomération dans l'ouest de Paris, d'avoir ce genre de résultats. Donc ça m'a fait plaisir de voir des gens que j'ai formés commencer à aller prêcher. Ce n'est pas la bonne parole, mais des approches qui permettent aux gens de très vite relever les défis avec élégance et facilité, hein, parce que n'oublions pas que facilitation, ça veut dire rendre facile, étymologiquement. Donc mettre de l'huile dans les rouages et de trouver des approches qui permettent très vite de transformer les obstacles et d'en sortir grandi et que tout le monde s'en sorte grandi, quoi. Merci beaucoup Jacques pour notre échange, et c'est vrai que dans les villes, dans la politique, dans la manière de gérer la cité, il y a vraiment des besoins en entreprise aussi, mais au niveau des villes et du mode de fonctionnement du collectif global, on a des enjeux tellement importants que ça serait bien d'arriver à se mettre d'accord au service de la vie. Il y a quelques années à Aubenas, j'étais intervenu justement avec un groupe qui voulait faire un peu rentrer les choses là-dedans. Et on avait commencé à imaginer une structure sociocratique avec un cercle par quartier, hein, où il y avait une école, un quartier, et on monte des quartiers à la ville, des villes à la commune, de remonter comme ça, avec différents cercles sociocratiques. Et l'idée, on avait regardé, les intervenants pourraient commencer à intervenir à partir de l'âge de 9 ans. Vous voyez, c'est-à-dire que pour nourrir un système, quelqu'un on a mis la barre à 9 ans, parce que bon, faut certaines limites, mais des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans pouvaient participer à ces cercles-là et nourrir le système de leur approche et de leurs expériences et tout ça, pour que ce cercle-là, en tant que système, puisse commencer à prendre des décisions, des orientations, et en mode sociocratique, avec le double lien, ramener ça au niveau de la ville. Et donc c'était une structure qui était complémentaire au système classique légal avec la mairie, quoi. Mais l'idée, c'est de faire venir des gens de la mairie en double lien dans le cercle du quartier, mais une personne également élue sans candidature du quartier allait remonter au conseil municipal d'une manière officieuse, mais il allait pouvoir apporter des choses un conseil où le deuxième lien qui remonte allait pouvoir également nourrir, qui vient du terrain, quoi. Je vous remercie beaucoup Jacques. Merci Gaël. Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'intelligence collective systémique. C'est vrai que c'est pas encore très 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 connu, mais bon, peut-être grâce à votre intervention et vos apports, peut-être que ce sera un peu plus connu, et parce que je pense que le monde actuel en a vraiment besoin. Si vous voulez en savoir davantage sur Jacques Fuchs, sur les formations qu'il propose, sur sa vision de l'intelligence collective, vous trouverez, comme d'habitude, toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt.